Je m'appelle Hélène. En tant que médecin dévoué, je menais une vie paisible aux côtés de mon mari Nicolas et de nos adorables jumeaux de 3 ans, Joseph et Ryan. Notre quotidien n'avait rien d'extravagant, mais il était rempli d'amour et de bonheur familial. Pourtant, tout cela a volé en éclats en un instant, le jour où l'ouragan a frappé notre ville. Depuis mon enfance, j'avais toujours ressenti un malaise dans ma relation avec mes parents. Ma mère plaçait constamment ses besoins avant ceux de la famille, négligeant les tâches du quotidien, tandis que mon père était rarement présent, absorbé par son travail incessant. Ma sœur cadette, Léa, et moi passions beaucoup de temps ensemble, nous soutenant mutuellement. Nos parents nous adressaient rarement des compliments, le plus souvent, j'entendais des soupirs accompagnés de remarques comme « Tu es vraiment compliqué ». Ce manque d'attention et d'affection m'a poussée à vouloir devenir indépendante très tôt. J'ai choisi la médecine, à la fois pour aider les autres et pour devenir assez forte pour ne dépendre de personne. C'est durant mes années d'études que j'ai rencontré Nicolas, lui aussi en voie de devenir médecin. Son sérieux mêlé de bienveillance m'a tout de suite attirée et notre relation s'est naturellement approfondie. Malgré l'amour sincère qui nous unissait, mes parents sont toujours restés sceptiques à son sujet. Ma mère murmurait avec méfiance, « Il a l'air gentil, mais peut-on vraiment lui faire confiance ?» Pour moi, pourtant, il était irremplaçable. Notre engagement a mené au mariage, puis à la naissance des jumeaux, un vrai bonheur, comme si j'avais enfin trouvé ma place dans ce monde. Mais ce sentiment de plénitude n'a pas duré. Un jour, les informations ont annoncé l'approche d'un puissant ouragan. En urgence, nous avons rassemblé l'essentiel et nous nous sommes réfugiés dans notre sous-sol. Le vent rugissait, le bruit des vitres brisées résonnait. Les jumeaux, effrayés, s'accrochaient à moi tandis que Nicolas me serrait la main en murmurant « Tout ira bien ». À l'aube, une fois la tempête passée, nous avons tenté de sortir. La porte était bloquée par les débris, mais à force d'efforts, nous avons réussi à créer un passage. Ce que nous avons découvert dehors nous a laissés sans voix, bâtiments effondrés, poutres métalliques tordues, meubles couverts de boue éparpillés au hasard. Les routes étaient fissurées, les poteaux électriques à terre, tout avait disparu. Notre maison n'était pas la seule à avoir été détruite, c'est toute la région qui était ravagée. Partout, des ruines, des débris et au loin, des appels à l'aide déchirants. Très vite, nous avons compris que nous avions tout perdu. Mais nous ne pouvions pas rester là sans rien faire. En tant que médecin, Nicolas et moi devions intervenir sur place. Cependant, il était impensable de laisser les jumeaux dans ce chaos. J'ai alors appelé mes parents. « Maman, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit-elle d'un ton toujours aussi distant. Un ouragan a ravagé notre ville. La maison est détruite. C'est un désastre. Oh ma pauvre. Mais vous allez bien au moins? Demanda-t-elle, détachée comme si cela ne la concernait pas. Oui, on est en sécurité, mais j'ai besoin de vous demander un service. Est-ce que vous pourriez garder Joseph et Ryan quelque temps? Nicolas et moi devons rester ici pour aider. Un long soupir se fit entendre. C'est compliqué, tu nous prends de court. On a prévu un voyage au Japon. Et s'occuper de jumeaux de 3 ans, c'est trop lourd pour nous. Ces mots m'ont transpercé. J'ai ravivé mes larmes et répondu d'une voix tremblante, je comprends. Puis j'ai raccroché, le cœur brisé, abandonné au moment où j'avais le plus besoin d'eux. C'est alors que les parents de Nicolas m'ont appelé. Inquiets après avoir vu les nouvelles, ils voulaient savoir si nous allions bien. Dès que je leur ai expliqué la situation, ils ont immédiatement proposé de prendre les jumeaux chez eux. Vous avez dû vivre un enfer. Ne vous inquiétez pas pour Joseph et Ryan, on s'occupe de tout pour les accueillir au plus vite. Leur générosité m'a soulagée d'un poids immense. Même si j'étais profondément blessée par l'attitude de mes propres parents, la chaleur de ma belle famille a adouci ma douleur. Grâce à eux, Nicolas et moi avons pu nous consacrer entièrement aux soins d'urgence dans les zones sinistrées. Tandis que je me tenais au milieu des ruines, j'avais l'impression que toute ma vie avait été aspirée par cette tempête. Notre foyer était anéanti. Depuis un refuge, nous apportions une aide médicale en continu, portée par l'urgence de la situation. La certitude que les jumeaux étaient entre de bonnes mains me permettait de tenir. Pourtant, au fond de moi, une blessure demeurait. Pourquoi mes parents ont-ils refusé de m'aider? Pourquoi ce voyage au Japon comptait-il plus que leurs petits-enfants? Leur froideur et leur indifférence m'ont laissé profondément meurtri. Petit à petit, la déception s'est muée en colère. Chaque fois que je repensais à leur comportement, une immense fureur montait en moi. J'avais soutenu mes parents financièrement, non pas par amour, mais par devoir. Ce sont des personnes qui aimaient le luxe. Mon père avait autrefois un poste de cadre dans une entreprise de taille moyenne, et son salaire était correct.
Mais les habitudes de dépenses de ma mère ont mis nos finances à rude épreuve. Sacs de marque, restaurants haut de gamme, voyages à l'étranger. Pour elle, c'était ça, vivre pleinement. Mon père, lui, ne disait rien. Il travaillait en silence, sans jamais se plaindre. Mais notre situation a changé du tout au tout lorsqu'il a pris sa retraite anticipée. Les économies ont fondu comme neige au soleil. Et malgré cela, ma mère a continué à dépenser sans retenue. Depuis mon enfance, ils n'ont cessé de me faire sentir que j'étais une déception. Pourtant, au fond de moi, je n'ai jamais cessé de vouloir être aimée. C'est pour cela que, même après avoir acquis mon indépendance grâce à mon métier de médecin, je leur envoyais chaque mois 1 000 €. Tu nous dois bien ton succès, non? Disait ma mère, en prenant l'argent comme si c'était un dû. En vérité, c'était un poids lourd à porter. Mais je gardais l'espoir, même infime, que cet argent finirait par susciter un peu d'amour de leur part. Je leur ai demandé un simple service, s'occuper des jumeaux un moment. En retour, je n'ai reçu que des paroles glaciales. Ce jour-là, toutes les émotions que j'avais refoulées pendant des années ont explosé. Je les avais toujours soutenus, étaient présentes lorsqu'ils avaient besoin de moi, mais quand moi j'ai eu besoin d'eux, ils m'ont tourné le dos. Pourquoi? À quoi bon avoir envoyé tout cet argent toutes ces années? Cette nuit-là, j'ai pleuré dans les bras de Nicolas. Il n'a rien dit. Il m'a simplement caressé le dos, en silence. Ce geste si tendre a fait couler encore plus de larmes. Au fil des semaines, Nicolas et moi avons continué notre travail dans la zone sinistrée. Petit à petit, la situation s'est stabilisée. Un système d'accompagnement s'est mis en place, les structures d'accueil se sont améliorées, et l'urgence a diminué. L'approvisionnement s'est régularisé, les soins médicaux se sont organisés, notre travail est devenu plus routinier. Il restait des défis, bien sûr, mais on commençait à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Quelques semaines plus tard, j'ai pensé à mes parents et jeté un œil au compte de ma mère sur les réseaux sociaux. Là, j'ai vu des photos joyeuses de leur voyage au Japon. Elle souriait, savourant des sushis et se promenant en kimono dans les rues d'Asakusa. Quelque chose en moi s'est brisé. Il ne se soucie absolument pas de ma souffrance. Alors j'ai pris une décision. Je devais protéger ma propre famille. J'ai appelé la banque et annulé les virements automatiques. À cet instant, un énorme poids s'est envolé de mes épaules. Ce qui a suivi, ce fut une avalanche d'appels et de messages. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas fait le virement, c'est ça? Et le soutien de ce mois-ci? Tu nous abandonnes? Je n'ai répondu à rien. Entendre leur voix n'aurait fait que rouvrir mes blessures. Heureusement, Nicolas n'était pas mon seul soutien. Léa, ma sœur, m'a aussi contactée après avoir appris pour l'ouragan. Hélène, ça va? J'ai entendu que tu travailles avec Nicolas dans la zone sinistrée. Je m'inquiétais pour toi. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Je lui ai répondu avec toute ma gratitude. Merci Léa, vraiment. Nicolas et moi allons bien. La situation ici se stabilise. Les jumeaux sont chez ses parents, ils vont bien. Et comme je ressentais sa bienveillance, les mots sont venus naturellement. Mais je suis vraiment déçue par nos parents. Quand je leur ai demandé de garder les jumeaux, ils ont répondu qu'ils partaient au Japon et que c'était trop lourd pour eux. J'ai été si blessée que j'ai arrêté de leur envoyer de l'argent. Léa est restée silencieuse un moment, puis elle a répondu immédiatement. Hélène, tu as vécu quelque chose de très dur. Nos parents ont toujours été distants avec nous. Et agir ainsi après tout ce que tu as fait pour eux, c'est révoltant. Tu as été incroyable de les soutenir comme tu l'as fait. Ils devraient te remercier. Ces paroles ont allégé mon cœur. Sa compréhension et son soutien m'ont permis de respirer à nouveau. Grâce à l'aide des personnes rencontrées sur le terrain, à la présence de Nicolas, de sa famille et de Léa, j'ai peu à peu retrouvé un semblant de normalité. Nous avons quitté le centre d'accueil pour un logement temporaire et avons commencé une nouvelle vie. Les jumeaux riaient, en pleine santé. Nicolas et moi étions débordés, mais épanouis. À chaque pensée pour mes parents, mon cœur se serrait, mais je n'ai jamais regretté ma décision. Je n'avais plus aucune obligation émotionnelle envers leur indifférence. Ils continuaient de m'écrire, mais jamais pour prendre de nos nouvelles, ni de celles des enfants. Seulement des plaintes sur leurs difficultés financières et sur l'argent dépensé pendant leur voyage. À chaque message, je sentais ma limite approcher. Finalement, j'ai tout bloqué. Et décidé de rompre définitivement les liens. Depuis ce jour, ma vie a été transformée. Nous avons quitté notre logement temporaire pour nous installer dans une nouvelle petite ville entourée de nature. Un endroit calme, paisible. Notre maison était modeste, mais pour nous, elle représentait l'espoir. Quand Nicolas ouvrit la porte d'entrée et que les jumeaux se mirent à courir partout en riant, je respirai profondément.
C'est notre nouveau chez nous, dit Nicolas en me souriant. Je lui serrai fort la main. Les habitants nous ont accueillis avec chaleur, en particulier une voisine nommée Pascal, qui a tout de suite pris contact avec moi. Bienvenue Hélène. Vous avez dû traverser des moments difficiles. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Elle était rondelette, souriante, et nous avait apporté une tarte faite maison. Sa générosité m'a profondément touchée. Le soir même, j'ai participé à une rencontre au centre communautaire que Pascal m'avait recommandé. C'était un lieu où les sinistrés et les bénévoles se retrouvaient pour s'entraider. « C'est vous Hélène ?» me demanda un homme nommé Thomas. Il était pompier local et avait participé aux opérations de secours pendant l'ouragan. « J'ai entendu parler de vous. Il paraît que vous avez tout perdu, mais que vous et votre mari faites un travail admirable. » Ces paroles m'ont ému aux larmes. Jusqu'ici, j'avais vécu en essayant de répondre aux attentes de mes parents. Mais cette fois, c'était différent. Il y avait des gens qui nous comprenaient vraiment. Ce sentiment de reconnaissance m'a soulagée, allégée. Un jour, j'ai reçu un appel de Léa. Même après avoir coupé les ponts avec nos parents, nous étions restés en contact régulier. Elle s'était toujours inquiétée pour moi. « Salut Hélène, comment vas-tu ? Et la nouvelle ville ?» Sa voix était douce. Je commence à m'habituer. Tout le monde ici est très gentil. En entendant cela, Léa sembla soulagée. « Je suis contente pour toi. » Après un court silence, j'ai osé poser la question qui me pesait. « Et nos parents ? Comment vont-ils » Elle hésita, puis répondit. « Comme d'habitude. Mais depuis que tu as arrêté les virements, ils ont l'air de galérer un peu. Ils se plaignent souvent de ne plus avoir assez d'argent et ne comprennent pas pourquoi tu as arrêté. La tante m'a dit qu'ils en parlent beaucoup. Ils continuent de poster des photos de voyage sur leur réseau, mais dans l'ombre, ils râlent sans arrêt. Ils ne m'ont pas contacté, ceci dit. » En entendant cela, je me suis sentie partagée. Puis Léa ajouta doucement. « Laisse-les faire, Hélène. Si tu es heureuse maintenant, c'est tout ce qui compte. » J'ai soupiré avant d'avouer. Pour être honnête, j'essaie encore de faire le tri dans mes émotions. Ce sont nos parents après tout. Mais c'était la bonne décision, non ? Évidemment, répondit-elle sans hésiter. Tu as toujours tout donné, Hélène. Il est temps que tu penses enfin à ton propre bonheur. Ces mots ont résonné comme un soulagement. J'avais des alliés. Il y avait Léa, Nicolas et tous ces gens bienveillants dans notre nouvelle communauté. Je n'étais plus seule. Depuis, je participais à des actions bénévoles dans la ville, tout en continuant à apporter un soutien médical dans les centres d'accueil. Je distribuais des vivres avec Pascal et aidais Thomas à animer des ateliers de prévention des catastrophes. Cela m'a fait réaliser combien il est précieux de se sentir utile, reconnu. Je n'éprouvais plus le besoin d'être validée par mes parents. J'avais une famille aimante, des amis fidèles, cela me suffisait. Un soir, alors que j'observais Joseph et Ryan jouer dans le jardin, j'ai reçu un appel vidéo de Léa. « Hélène, ton visage semble plus apaisé ces derniers temps. » À cette remarque, je n'ai pu m'empêcher de sourire. « Vraiment ? Peut-être que j'ai enfin réussi à me pardonner. » Léa sourit aussi. De l'autre côté de l'écran, elle me dit. « Tu es forte, Hélène. Et j'ai toujours été de ton côté. » Ces mots m'ont profondément émue. Pour la première fois, je me suis autorisée à sourire pleinement. Je n'avais plus besoin d'être prisonnière du passé. À partir de maintenant, j'allais vivre ma propre vie. Je n'étais plus seule. La vie dans cette nouvelle ville guérissait peu à peu mon cœur. Mais un jour, un appel inattendu de la banque a tout interrompu. « Madame Hélène Dubois ? Anciennement Anderson localisée, j'ai besoin de confirmer quelque chose avec vous. » « Oui, je vous écoute ? Une demande de carte de crédit a été faite récemment en votre nom. Cela vous dit quelque chose ? » Je suis restée figée. Je n'avais fait aucune demande. Non, je n'en ai aucune idée. Pouvez-vous annuler la demande ? Bien sûr. Nous allons immédiatement bloquer votre compte par mesure de sécurité. Après avoir raccroché, je tremblais. J'ai immédiatement appelé Nicolas. Nicolas, c'est grave. Quelqu'un a essayé de demander une carte de crédit à mon nom. Je pense que ce sont mes parents. Il resta silencieux un moment, puis répondit d'une voix grave. Je n'arrive pas à croire qu'ils aillent jusque-là. Tu devrais envisager une action en justice. J'ai acquiescé. Je n'hésitais plus. Il était temps de me protéger, moi et ma famille. Le lendemain, accompagné de Léa, je me suis rendue chez un avocat, maître Hervé Lemaître, localisation de Wesley Harrison. C'était un homme d'âge mûr, calme, à l'écoute. Après m'avoir entendu, il déclara posément.
S'il y a eu une demande de carte de crédit faite à votre nom sans votre consentement, nous sommes clairement face à une usurpation d'identité. Vu le soutien financier que vous leur avez apporté dans le passé, il est aussi possible de demander des dommages-intérêts. Je fus surprise par les mots de Maître Lemaître. L'idée de réclamer une compensation ne m'avait jamais effleurée. Est-ce que je peux vraiment aller aussi loin? Il me sourit doucement. Hélène, ce que vos parents ont fait s'apparente à de l'exploitation financière. Vous n'avez rien à vous reprocher. Léa me serra la main. Hélène, arrête de culpabiliser. Je t'ai vu souffrir pendant des années. Il est temps que tu te protèges. Portée par ces mots, j'ai pris ma décision. Je souhaite engager des poursuites judiciaires contre mes parents. Quelques semaines plus tard, je me tenais au tribunal. Par l'intermédiaire de leur avocat, mes parents avaient tenté à plusieurs reprises de proposer un accord. J'ai refusé. Leur pardonner aurait été ouvrir la porte à de futures trahisons. Pendant le procès, Maître Lemaître exposa calmement et précisément la situation en mon nom. La plaignante, bien qu'elle ait été victime d'une catastrophe naturelle et qu'elle vivait dans des conditions difficiles, a continué à exercer son activité de médecin dans la zone sinistrée. Durant cette période, les défendeurs, ses parents, ont utilisé son nom sans autorisation pour demander une carte de crédit. De plus, ils ont bénéficié pendant des années d'un soutien financier de sa part, ce qui constitue clairement une forme d'exploitation. Mes parents n'ont rien répondu. Ils regardaient le sol, mais lançaient des regards remplis de rancune. Je soutins leurs regards. Je n'avais plus peur. Le verdict tomba en ma faveur. Mes parents furent condamnés à verser des dommages-intérêts et une ordonnance d'éloignement fut prononcée. À ce moment précis, un profond soulagement m'envahit. Après l'audience, Léa et moi sommes allés dans un petit café. En serrant une tasse de café chaud, j'ai murmuré. Alors ça y est. C'est vraiment fini. Léa me sourit tendrement. Oui, Hélène. Tu as bien fait. Les doigts autour de la tasse, j'ai fermé les yeux. La douleur, la colère, la tristesse que j'avais portée pendant si longtemps commençaient à se dissiper. J'étais enfin libre. Libre d'eux. À travers la vitre, le ciel bleu s'étendait, limpide, comme pour bénir ce nouveau départ. J'ai pris une profonde inspiration et repris ma marche en avant. Ce procès n'était pas qu'une victoire juridique. C'était la preuve que j'avais su me protéger et tirer un trait sur le passé. Quelques semaines plus tard, Léa m'appela. « Hélène, il faut que je te dise quelque chose. » « Quoi donc ?» Elle marqua une pause, puis soupira doucement. « Nos parents ont commencé une thérapie familiale. » Je suis restée bouche bée. « Eux ? En thérapie familiale ? » J'avais du mal à y croire. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Depuis le procès, ils sont très abattus. Maman, surtout, se sent désemparée maintenant qu'elle ne peut plus mener sa vie luxueuse. Mais papa commence à changer. Il a entamé un suivi psychologique et réfléchi à ce qu'il s'est passé. C'est lui qui a dit un jour, si on continue comme ça, on va tout perdre. Je me sentis partagée entre l'incrédulité et un léger apaisement. Mais je n'étais pas encore prête à baisser ma garde. Et qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils veulent qu'on leur pardonne? Léa secoua la tête. Non. Je voulais juste que tu saches que le courage que tu as eu en te défendant les a poussés à changer. En entendant cela, je sentis un poids léger se détacher de mes épaules. Quelques jours plus tard, une lettre arriva dans ma boîte. L'expéditeur, mes parents. Les mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe. C'était l'écriture de ma mère. À Hélène. Je ne sais pas par où commencer. Mais d'abord, laisse-moi te présenter mes excuses. Nous avons trop compté sur toi, toujours centrés sur nous-mêmes, et je le regrette profondément. Après le procès, nous avons eu l'impression de tout perdre, mais la vérité, c'est que nous avions perdu de vue l'essentiel depuis bien longtemps. Nous avons commencé une thérapie familiale et nous affrontons enfin nos erreurs. Ton père essaie de changer, et moi aussi, pour la première fois, j'essaie de faire face à ce que je suis. S'il te plaît, nous aimerions repartir sur de nouvelles bases. Même si ce que je t'ai fait est impardonnable, je souhaite de tout cœur ton bonheur. Ta mère. En finissant la lettre, je pris une longue inspiration. Que ma mère, si froide et distante, admette ses fautes et s'excuse, c'était inattendu. Mais mon cœur ne s'allégea pas pour autant. Les blessures du passé ne guérissent pas si vite. Ce soir-là, j'ai montré la lettre à Nicolas. Il la lut en silence, puis me prit doucement la main. Hélène, peu importe ta décision. Je suis avec toi. Bercée par sa chaleur, je suis restée longtemps à réfléchir. Le lendemain, j'ai appelé Léa. J'ai lu la lettre. Et alors, qu'en penses-tu? Je ne suis pas prête à leur pardonner, mais je ne les laisserai plus diriger ma vie. Je vais vivre la mienne.
J'imaginais Léa hocher la tête en silence, en accord. Oui, c'est bien. Le plus important, c'est que tu sois heureuse. Plus tard, j'ai écrit une réponse à mes parents. Je n'ai pas parlé de pardon. J'ai simplement écrit « Je vais continuer à vivre ma vie. Si mes parents cherchent à changer, cela leur appartient. Je ne suis plus prisonnière du passé. » Les jours qui ont suivi furent paisibles. Je partageais des rires avec Pascal et Thomas, et mon lien avec Léa n'avait jamais été aussi fort. Les jumeaux grandissaient un peu plus chaque jour, et mon amour pour Nicolas se renforçait avec le temps. Un après-midi, alors que j'observais Joseph et Ryan jouer dans le jardin, j'ai levé les yeux vers le ciel. Un unique nuage flottait lentement dans l'immensité bleue. Le poids du passé s'allégeait, tout comme mon cœur. Je n'ai plus de doute. Je connais désormais ma valeur. Et je continuerai à suivre mon propre chemin. La tempête est passée. Je suis enfin libre.